Bonsoir et bienvenue dans Sport 10. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro, bien sûr. Donc, toujours en compagnie de Richard Etienne. Nous décortiquerons l'actualité sportive du week-end en compagnie de nos invités. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Et oui, donc ce soir, nous parlerons de moto avec donc le président de la Ligue, bien sûr, que vous avez vu il y a quelques instants sur le plateau avec Harold. Et ben, nous poursuivons donc avec lui. Et donc ce soir, Josieu Duzon est en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas venu seul, donc ce soir, il est venu accompagné de deux pilotes. Donc on a avec nous Fabien Assiette. Bonsoir. Bonsoir. Par là. Et donc qui est champion de champion super motard élite. Bonsoir. Bonsoir, c'est bien moi. Et donc Mathis Mercieux. Oui, bonsoir. Qui est donc lui champion de motocross élite 2022. Oui, c'est ça. On verra ça tout bien sûr en grand format tout à l'heure. Et donc Richard, à ton niveau, donc ce soir, on accueille qui ? On accueille Dimitri Ramotte, qui est le capitaine de l'Amicale de Marie-Galante, et là on parle évidemment de football, Amicale de Marie-Galante, qui a voulu justement rester avec son club, même si cette formation est descendue dans la Régionale 2. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Dimitri. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Un passionné d'ailleurs de la littérature, un grand monsieur qui a eu l'occasion d'écrire pas moins de 4 ouvrages, qui est avec nous. Il va nous parler évidemment de la solidarité scolaire, bref, plein de choses. Christian Langou, bonsoir Christian. Bonsoir Richard, et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Merci de nous faire l'honneur d'être présent justement sur le plateau ce soir. Merci. Et notre dernier invité ce soir, c'est bien sûr donc Cédric Chaumont-Lamotte. Bonsoir. Bonsoir. Et donc lui, il sera notre fil rouge du jour, puisque ce week-end, il y a donc l'ouverture du championnat de VTT. Et donc c'est une épreuve que vous allez pouvoir suivre bien sûr avec Pascal en direct sur bien sûr l'antenne de Canal 10. Et donc Cédric sera là ce soir pour nous présenter cette compétition et puis pour nous parler aussi du VTT en Guadeloupe. Voilà, Richard, le décor est planté. On va donc pouvoir y aller. Et donc, on va commencer avec du judo. Et donc, des félicitations qui sont de rigueur ce soir pour 3 judokas guadeloupéens qui ont marqué, bien sûr, la planète judo. La semaine dernière, à la Fédération française de judo, Kenny Livez et Maxime Gobert ont été récompensés pour leur belle saison 2022. On va voir justement en photo ces 2 judokas avec, bien sûr, leur trophée. Et donc, pour rappel, Kenny Livez est donc devenu champion du monde junior. Et une victoire qui lui a permis d'accéder à l'équipe de France senior. Et puis du côté de Maxime Gobert, donc lui il est champion d'Europe espoir dans la catégorie des moins de 66 kilos. Donc ces 2 jeunes judokas guadeloupéens sont passés par le centre régional d'entraînement de la Guadeloupe. Vous voyez en image donc Maxime Gobert avec son trophée. Et juste après, bien sûr, on verra donc Kenny Livez. Donc Maxime Gobert, je vous disais que lui est dans la catégorie des moins de 66 kilos. Et le 3e judoka qu'on félicite ce soir, c'est bien sûr Romuald Raboteur. Là vous voyez donc à l'image Kenny Livez. Et donc je vous disais Romuald Raboteur, bien sûr qu'on félicite, qui est devenu champion de France de para-judo dans la catégorie donc des plus de 90 kilos. Romuald Raboteur qui est malvoyant et qui justement fait briller le judo guadeloupéen avec ce nouveau titre de champion. Et voilà. On a eu l'occasion de recevoir justement sur le plateau de Canal 10. Voilà. Donc, et pour bien sûr finir ce tour d'horizon du judo, sachez qu'il y aura ce week-end donc le championnat de Guadeloupe junior et donc l'Open minime senior. Je vous propose justement de découvrir l'affiche. Cette
cette journée qui aura lieu donc ce dimanche à Capesterre-Belle-Eau. Et donc, vous pourrez bien sûr suivre un petit résumé lundi dans Challenge Sport 10, bien évidemment, puisque Priscilla Romain sera donc pour nous au niveau de cette compétition et vous pourrez donc avoir l'intégralité des résultats et bien sûr quelques images de cette compète lundi soir, bien sûr, dans Challenge Sport. Voilà, Richard, pour cette ouverture. On poursuit donc. Oui, alors peut-être on peut poursuivre avec, pourquoi pas, on peut commencer carrément avec Dimitri Ramotte. Exactement. Dimitri Ramotte, c'est vrai, donc on s'est déjà dit bonsoir, Dimitri. Première question, qu'est-ce qui t'a incité justement à rester avec ce club de l'Amicale de Marie-Galante, qui, alors que tu as eu pas mal de propositions avec des clubs de l'élite du football guadeloupéen? Oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de propositions, des clubs qui prétendent à jouer le titre cette saison. Après, j'ai contacté mon président, on a beaucoup échangé. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais pour rester. J'ai dit je voulais qu'il joue à mes côtés. Oui. Parce que voilà, descendre en régional 2, certes, c'est pas l'élite du football guadeloupéen, mais c'est un niveau moins élevé. Donc, il a respecté ses consignes, il a mis des joueurs à mes côtés, qui fait que j'ai pris ma décision au dernier moment et je me suis dit pourquoi pas rester sur mon île, dans mon club de cœur, pour remonter dessus. Oui, pour moi, à mon avis, ce n'est pas un mauvais choix, puisque ce club, actuellement, carbure, ce club de l'Amicale. Aucune défaite cette saison, alors que nous sommes quasiment à la 16e journée, je crois. Non, nous sommes à la 13e journée. Voilà, c'est ça, oui. Aucune défaite. C'est quand même très significatif pour cette équipe de l'Amicale. Oui. Donc, on s'est regardé dans les yeux au début de saison. Donc, on s'est dit, de toute façon, c'est déjà fait. On est descendu. Le plus important, c'est de retrousser les manches et de remettre l'Amicale au niveau du football guadeloupéen. On va justement voir quelques images. Et toi, en tant que capitaine, tu as trouvé le mot juste ou les mots justes pour motiver en quelque sorte le groupe? Capitaine, c'est un grand mot. Je dirais que tout le monde est capitaine dans l'équipe. Le brassard, c'est juste que je l'ai juste dans le bras, c'est tout. Mais sinon, on est tous capitaines sur le terrain. L'un entraîne l'autre. C'est ce qui fait la force d'une équipe. C'est pas qu'un seul joueur, c'est tout l'effectif. Parce que, comme je le dis souvent, je mets tout le temps mes coéquipiers en avant. Si je voulais avoir un trophée individuel, j'aurais fait du tennis, du golf. Donc j'ai décidé de faire du football, c'est un foot collectif. Donc c'est tout un chacun qui s'aide pour faire l'Amicale évoluer, monter au plus haut niveau. Double insularité pour les clubs de Marie-Galante, ça on le sait depuis pas mal de temps. Et pourtant, vous arrivez à avoir des résultats. Oui, on arrive à avoir des résultats. Ça fait un bon bout de temps qu'on s'entraîne sur les deux pôles. Une partie sur la Guadeloupe, qui est entraînée par mon oncle Jean-Luc Lamboud, et une partie sur Marie-Galante avec Jean-Paul Langré. Jusqu'à maintenant, ça marche très bien avec la collaboration de plusieurs d'autres entraîneurs, Pierre Mouzin. Donc tout cela nous fait du bien. En plus, on s'est renforcé. Et ce qui a été bien, c'est qu'on n'a pas perdu de joueur. On n'a perdu qu'un seul élément. Il est parti en métropole. Donc pour un club qui descend à RE2, on va dire que c'est une bonne chose de ne pas perdre ces éléments forts pour remonter dans l'élite du football guadeloupéen. Beaucoup de jeunes qui sont venus renforcer le club et des jeunes locaux, si je crois bien, des jeunes Marie-Galantais. Oui, beaucoup de jeunes. Quand on regarde bien, notre effectif a une moyenne d'âge de 22-23 ans. Donc on va dire que c'est un effectif très jeune. Donc comme je l'ai dit, on va continuer à bosser, intégrer les jeunes au fur et à mesure pour dans 2-3 ans, on puisse passer le pouvoir et que l'Amicale continue à bouger. Oui, mais qu'est-ce qui t'anime autant, Dimitri? C'est vrai parce que on ne doit pas perdre de vue que toi aussi, tu es un membre très important au sein du dispositif de Jocelyn Nglouma, le sélectionneur. Et la sélection, c'est quoi pour toi? C'est la grande vitrine? Oui, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que je suis à la sélection. C'est une bonne chose pour moi. J'apprends toujours aux côtés de Jocelyn. Il faut savoir, c'est un grand homme, un grand sélectionneur. Quelqu'un qui a déjà gagné pas mal de choses dans le football guadeloupéen, même au niveau européen. Donc, tout ce qu'on apprend à ses côtés, c'est bénéfique. Comme on dit, on finit pas d'apprendre, prendre d'expérience, on emmagasine. Et je suis fier de représenter Marie-Galante et à la fois la Guadeloupe quand je suis avec la sélection. C'est passionnant. Passionnant, et on voit un joueur en tout cas impliqué
dans son club. C'est vrai que c'est important aussi, hein, comme disait Richard, de faire ce choix, de rester, d'avoir aussi en tout cas l'écoute des dirigeants pour pouvoir structurer cette équipe autour de vous. Ça montre aussi cette volonté à Marie-Galante, donc de pouvoir garder ses joueurs, mais aussi de développer au sein même de Marie-Galante, on va dire une filière sportive structurée pour justement permettre aux jeunes de prendre la suite. Oui, mais il faut savoir aussi que c'était pas facile, hein, parce que voilà, il y a eu plusieurs appels. C'est la première fois que mon téléphone a sonné autant pour le club guadeloupéen. Donc, il fallait en parler avec ma compagne, ma maman, quelques amis, des cousines, donc, pour pêcher le pour, le contre. Donc, et à la dernière minute, j'ai pu prendre ma décision de rester à l'amicale. Je vais encore le redire ce soir, je veux remercier M. Ramlal, le président du phare, qui a tout fait pour que je vienne avec lui. Ouais. Mais finalement, au dernier moment, j'ai décidé de rester dans mon club. Et, bon, je le remercie encore à nouveau parce qu'il a mis vraiment tous les moyens. Quand on parle de moyens, je ne parle pas d'argent, bien sûr. Les moyens pour venir m'entraîner parce que je travaille sur Marie-Galante. Donc, je vais le remercier pour ça. Et voilà, j'ai décidé de faire ce choix et c'est un choix de cœur. Il y a un troisième homme, justement, dans ce contexte marie-galantais. Eh bien, c'est ce public amené d'ailleurs par sa mère, qui regarde certainement cette émission, Maggie Ramotte, et qui vient avec quasiment une vingtaine d'éléments pour mettre de l'ambiance dans la tribune, et ça c'est formidable. Et je crois que c'est un élément indispensable pour l'amicale de Marie-Galante pour pouvoir continuer le championnat et de rester justement toujours aux avant-postes, leader actuellement. Oui, parce que quand on regarde bien Régional 2, quand on reçoit à domicile, on a pratiquement 300 spectateurs. Oui, c'est le seul club en Guadeloupe. En Régional 2, c'est compliqué d'avoir tout ça de public parce que quand on se déplace à l'extérieur, on a autant de public que l'équipe recevante. Donc, c'est un peu compliqué. C'est des choses qu'il faut gérer en amont et c'est une grosse organisation. Donc, comme tu l'as dit si bien, Richard, c'est ma maman qui est à la tête. Ah oui. Donc, elle c'est continue de faire le boulot. vraiment. Voilà, je la remercie pour tout ça. Alors, Dimitri, dernière question. La victoire quasi assurée demain? La victoire quasi assurée demain, on va dire oui sur le papier, mais non sur le terrain. Contre qui, déjà? Contre le CSB. D'accord. Donc, le foot se joue sur le terrain. C'est à nous de mettre les moyens de rester concentrés et déterminés pour voilà, ramener la victoire à Marie-Galante. On va voir ça. On verra, on va suivre les résultats et on verra bien si toutes les choses étaient bien mises en place pour permettre justement un bon résultat. En tout cas, les supporters ont fait le déplacement. Oui. Voilà, c'est déjà une bonne chose. On va tourner vers donc notre fil rouge du jour, Cédric Chevrolet-Motte. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, donc ce week-end, ouverture du championnat de VTT avec cette première compétition. Donc justement, est-ce que vous pouvez un peu nous parler justement de cette commission VTT au sein du comité? Donc la commission VTT, c'est une commission à part entière du comité régional de cyclisme. Donc le VTT, c'est une des activités cyclistes qui regroupe exactement le même nombre de clubs que les clubs sur la route, par exemple. D'accord. Cette année, on a eu la chance d'ouvrir la saison, contrairement aux autres années, donc par une magnifique compétition qui sera faite dans la commune de Petit Canal. Faite en partenariat avec le club de la commune, donc le JSC Cycling, qui a brillé un peu sur les différentes compétitions la saison dernière, que sur la route. Là, ils sont venus à la découverte du VTT, donc on les remercie d'être venus se joindre à cette discipline. Et voilà, quoi. Donc ça va accueillir environ 150 participants sur une quinzaine de clubs, à peu de choses près. Donc justement, on est sur quelle catégorie? Ça va des jeunes à ça va des très jeunes, des moins de 7 ans, jusqu'aux beaucoup plus âgés. On a des participants qui ont pas loin de 60 ans. Donc un parcours à l'intérieur des terres de Petit Canal. Comment ça va se passer? Il y a un parcours de toute façon défini pour chaque catégorie? Oui, donc nous avons tracé 3 circuits différents. Le premier pour les petites catégories qui fait environ 800 mètres. Donc avec c'est une boucle de 800 mètres à parcourir de nombreuses fois. Le deuxième circuit fait environ 1 km 600 et le circuit des grands, il a 4 km, qui est à partir des moins de 15 ans, jusqu'à plus.
comme type de parcours? Qu'est-ce qu'on peut justement rencontrer? Est-ce que c'est un circuit qui va être... Bon, on sait qu'en ce moment, le temps est un peu mitigé, il fait beau, il pleut, et voilà. Donc, en termes de terrain, comment se trouve justement on va dire, ce qu'ils vont avoir ce dimanche à Petit Canal? Donc, pour l'ouverture de la saison, on n'a pas voulu faire trop compliqué, donc on a fait un circuit relativement pauvre en dénivelé, donc il tourne autour des 50 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme pour une compétition VTT qui tourne généralement autour des 90 à 110 mètres. D'accord. Donc on a voulu faire quelque chose d'assez roulant pour que tout un chacun puisse venir découvrir la discipline, que ce soit nos amis VTTistes qui vont redémarrer, mais aussi nos amis de la route qui puissent venir s'essayer et participer. Alors, une question. Est-ce qu'il y a un âge limite, justement, pour pratiquer le VTT? À mon grand étonnement, non. J'ai eu la chance. Oui, parce que j'ai entendu tout à l'heure, pas loin de la soixantaine. Alors, est-ce que ça veut dire, au-delà de 60, on ne peut pas participer? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Tout le monde est invité. J'ai eu la chance d'être encadrant au dernier championnat de France en Bretagne. Et il y avait des participants de entre 70 et 80 ans. Oui. C'était assez gaillard sur leur vélo. J'étais vraiment époustouflé par leur performance. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une discipline qui est en pleine évolution, en plein développement? C'est une discipline qui est en pleine évolution, et notamment aussi avec l'avènement des VTT assistance électrique qui permettent en plus à des pratiquants un peu moins aguerris sportivement de venir s'essayer. C'est vrai que c'est une de mes grandes volontés de développer ça sur les prochaines saisons. Donc voilà. Donc vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et il y a des troncs communs avec nos amis motards. Voilà, justement, la transition justement est toute trouvée vers nos amis motards. Donc, président, juste avant qu'on continue, en amont de ce Sport 10, vous teniez à répondre on va dire, à ce qui se passe un peu justement à la Ligue. Est-ce que vous pouvez vite fait nous retracer un peu la situation pour que si nos téléspectateurs qui n'étaient pas là pendant le JT puissent comprendre un peu le contexte? Bonsoir, donc je les invite à revoir le sujet d'Harold juste avant. Non, juste pour résumer, parce que là on est vraiment dans le corps du sport avec différentes disciplines, le VTT, le football. J'ai envie qu'on reste sur des notes positives, et en plus avec la présence de nos deux champions, parmi deux champions de la Guadeloupe. Juste pour faire une petite information, on est dans une ligue sportive, c'est un peu comme le fonctionnement du milieu politique. Donc il y a des partisans, il y a des opposants suivant les situations. Donc j'ai juste hérité depuis 9 mois sur un mandat normalement de 4 ans, donc d'une équipe dont je ne suis pas à la base le fondateur. Et donc j'ai jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir travailler avec cette équipe. Donc c'est normal qu'il y a du travail, il y a différents chantiers qui sont à mettre à jour, y compris donc, dans la mise en place, comme on disait, des commissions, le droit de roulage sur certains sites qui sont sous l'égide de la Ligue, et donc la prise de licence pour se couvrir au niveau assurance, que tout le monde doit comprendre aujourd'hui que c'est une obligation pour que pénalement on ne soit pas mis à défaut. Donc c'est tous ces éléments qui sont à traiter entre autres. Et puis et certains opposants, ils pensent que par exemple on claque les doigts et puis c'est fait. Sauf que je dis toujours, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre ou même Paris, c'est pas fait en un seul jour. On le voit notamment après un cyclone, le temps qu'il faut pour remettre la machine en route sur les différentes activités. Donc je l'entends. Je dis juste, les gens quand ils viennent parler au nom d'une ligue ou qui viennent parler d'une ligue, il y a des choses qui restent en interne d'une ligue. On est là pour pouvoir avancer au niveau sport, pour être des moteurs pour la jeunesse, parce que c'est les jeunes qu'on essaye d'éduquer pour pouvoir ensuite aller vers un milieu plus professionnel dans le sport, tout en ayant un parcours scolaire. Et c'est ce qu'on a comme chance aujourd'hui, d'avoir aussi une école qui est liée à un parcours au CREPS anti-UN. Et donc ce centre permet de former des très jeunes et ensuite de leur permettre de pratiquer aussi bien la moto que de continuer leurs études en parallèle. Voilà. Vous disiez justement qu'il n'y a pas de commission jusqu'à présent. Il n'y a aucune commission. Est-ce que c'est un gros problème pour vous de mettre en place justement ces commissions? C'est pas un problème. En fait, c'est des sujets qu'on a abordés déjà.
Okay, c'est établi, c'est écrit sur certains PV. Il faut un certain temps de mise en route de certaines choses. Donc là, j'ai entendu, on en a encore parlé en réunion lundi soir. Ça fait partie des priorités qu'on va envoyer dès lundi une convocation donc, aux différents présidents pour pouvoir nous obtenir certaines candidatures de leur part. Et ensuite, on tablera pour pouvoir organiser ces commissions. C'est une des priorités sur 2023, tout comme remise en route d'un site internet, parce que l'ancien a été mis down par voilà, l'historique, on dira, notre canal média via les réseaux sociaux également. Et on a la chance aujourd'hui, grâce à vous, grâce à d'autres équipes de Zone Rouge, par exemple, pour les citer, ou même des chaînes concurrentes, de pouvoir avoir leur présence lors des grands événements, comme la grande finale qu'on a eue pour le motocross le 18 décembre, où ici notre champion présent a pu participer, avec 6 pilotes d'Europe qui sont venus et qui montraient donc, le niveau aussi qu'ils avaient. Une grande médiatisation via les US avec le magazine Le Big US de Stéphane Legrand, des champions comme Soberas, Goupillon, Romain Pape, etc. C'est ça qui est moteur, c'est-à-dire on arrive à amener des champions rouler sur nos sites et c'est médiatisé autour de la planète. Et aujourd'hui, on se dit, ben, c'est la petite Guadeloupe, ils ont réussi. Comment? J'échange avec des gens de l'extérieur de la Guadeloupe et ils sont surpris que ces champions ont eu le cran, cette volonté de vouloir participer à nos championnats. Notre finale avec 75 participants. Fabien, qui lui est du super motard, il a fait la finale et donc titré champion pour la 4e fois de l'histoire. Ouais, tout à fait. 5e fois. Il était un peu plus jeune, voilà, 5e fois. Et aujourd'hui, on va l'amener vers de nouveaux horizons. Et ben pareil, il y a des finales avec 50 pilotes de Saint-Martin, de Martinique, en run avec l'équipe de Zouti Performance, pareil, 50 finalistes. C'est ça qui est intéressant, les organisateurs qui se motivent pour pouvoir développer les activités et l'engouement qu'il y a aujourd'hui autour du sport mécanique moto et quad, bien sûr, je n'oublie pas les quadistes, les quadeurs, et le fait que aussi on puisse se mettre à disposition pour les autorités pour faire de la prévention, parce qu'il y a de l'éducation à travers le sport. On met un casque, on met des gants, on met une dorsale, on met des bottes, on ne fait pas la moto dans n'importe quelle condition quand elle est sous l'égide d'une fédération et donc d'une ligue. Donc on apprend cette éducation et on est ouvert aussi à organiser des événements de sensibilisation au niveau de la sécurité routière. Alors, au-delà de ces quelques petits soucis, entre guillemets, le développement de la discipline, ça passe par quoi, selon vous? Donc, ça passe par une école, l'éducation, par l'exemplarité des sportifs. Donc il y a une école qui, entre autres pour la partie motocross, qui se déroule actuellement sur le site de Merlandre, en général tous les samedis et mercredis. Cette éducation d'à partir de 5 ans permet aux jeunes d'accéder à cette discipline et après ils vont évoluer dans d'autres clubs, à d'autres niveaux. Et c'est pareil, c'est une des priorités que j'ai aujourd'hui, c'est de continuer à développer ces sites. Donc j'ai pu aller visiter un nouveau site à Petit Canal qui est en train de se mettre petit à petit en place pour l'accompagner, ce jeune éducateur, dans son projet, avec déjà quelques parents qui disent qu'ils sont super contents d'avoir aussi une possibilité dans le Nord Grand Air, de pouvoir avoir cette discipline à disposition. Et il y a d'autres projets comme sur Saint-François, où petit à petit il y a des choses qui se mettront en place. Voilà. Messieurs, vous qui êtes au cœur justement de la discipline, vous ne vous sentez pas impacté par les problématiques au niveau de la Ligue? Vous êtes quand même sereinement implanté dans votre activité. Vous avez la sensation tout de même que l'essentiel est fait pour que vous puissiez pratiquer et évoluer de la meilleure façon qui soit. Fabien? Alors, d'un côté, pour moi, c'est quand même dans un coin de ma tête parce que nous, on veut évoluer. On veut vraiment que les autres évoluent aussi. Donc, certes, on est, on va dire, aux avant-postes, mais à côté, il faut penser à l'avenir de demain, car s'il n'y a pas de relève, le sport, on va dire, qui va mourir. Donc, ça nous impacte quand même. Et même peut-être pour évoluer, je prends mon exemple, je veux évoluer au championnat de France. Et on sent quand même, c'est un petit peu compliqué quand même. D'accord. Je parle financièrement. Et franchement, c'est une base. Si la base est impactée, nous, ça va nous impacter au fait. Alors, Mathis? Pour moi, de mon côté, tout se passe très bien. Au niveau de la Ligue et du club, ça se passe très bien. Tous les événements de cette saison se sont super bien organisés grâce à la bonne organisation de la Ligue et du club du Motocross Guadeloupe. Donc pour nous, tout s'est très bien déroulé cette saison, avec une
très belle finale. Vous faites de la moto depuis quand? Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter en tout cas, vous retracer un peu votre parcours, Mathis? Alors moi j'ai commencé en 2015, j'avais 10 ans. J'ai commencé très jeune, milieu d'âge, sur une 65. Donc je galérais un petit peu au début, bon, un peu comme tout le monde. Et puis après je me suis lancé dans les courses, voilà, comme ça. Grâce à mon père qui m'a beaucoup poussé aussi. Il faut quoi comme atout selon toi pour bien réussir justement dans le milieu de la motocross? Il faut beaucoup de mental et il faut beaucoup s'entraîner aussi parce que la technique se perd quand même vite. Et il faut beaucoup en vouloir aussi, il faut savoir se pousser vers le haut et avoir les bonnes personnes autour de soi. Fabien? Alors moi, j'ai commencé la moto à l'âge de 12 ans. J'ai commencé en faisant du motocross. Ensuite, je suis monté en crescendo, en 125, vice-champion. Ensuite, je me casse le bras en 2014. Et ensuite, je commence le super motard. Parce qu'on parlait de ça, mon père et moi, est-ce que je veux essayer? Donc je commence le super motard. Donc je fais une année de découverte, c'est-à-dire que je regarde, je faisais de bonnes places. Et ensuite, l'année suivante, je prends mon premier titre de champion de Guadeloupe. Ensuite, continuer à garder le cap jusqu'en 2022. Donc je fais champion, donc on maintient le cap. Et aussi, j'ai fait 2 déplacements en métropole. Donc en 2016, j'étais à la finale du championnat de France. J'ai terminé 4e. Ensuite, en 2022, en septembre 2022, le jour de mon anniversaire, le 11 septembre, je termine second. Double date. Je termine second championnat de France. Et cette année-ci 2023, je veux vraiment faire le championnat de France pour vraiment évoluer et pour montrer les couleurs de la Guadeloupe parce qu'on a du potentiel en Guadeloupe, quel que soit en motocross et super motard, donc il y a du potentiel. Donc franchement, je suis vraiment pour. Alors et aussi, pour préciser quelque chose, genre, c'est-à-dire il y a des gens qui disent que c'est moi qui gagne, mais en fait, comme a dit le footballeur à côté, c'est une équipe au fait. Je suis seul sur la moto certes, mais c'est une équipe au fait. J'ai mon père qui est derrière moi, qui fait manager, entraîneur, j'ai la famille qui est derrière moi, j'ai les amis aussi, donc c'est une équipe. Certes, je suis seul sur la moto, mais s'ils ne sont pas là, je ne pense pas que j'aurais pu faire les résultats de maintenant en fait. Alors justement, à vous entendre parler, vous deux, on sent qu'il y a une vraie motivation, mais qu'est-ce qui crée chez vous cette motivation? Au fait, la motivation que j'ai, c'est que tout ce que j'ai fait, j'ai toujours été devant en fait. Pas pour trop me vanter, à l'école il y avait des courses à pied, j'étais toujours dans les 3 premiers. Motocross, j'étais toujours vraiment bien placé. Donc c'est une motivation, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé tout ce qui est moto, on va dire sport automobile. Mon père faisait du Run Trophy. Donc j'ai des grands-oncles qui faisaient de la moto à l'époque. Et franchement, c'est une motivation maintenant de voir ce que je fournis. Ça donne vraiment envie de persévérer, comme on dit au fait. Et toi, dans cette situation? Ta motivation, c'est quoi? Oui, la motivation, moi, la motivation de gagner, hein, comme dans tous les sports. Hein, Carrément, la motivation de gagner, avoir la hargne, de vouloir toujours passer devant. Après, bon, c'est pas toujours aussi facile, car il y a aussi de gros adversaires quand même. On disait justement en motocross, il n'y a qu'un seul circuit pour le moment véritablement. Est-ce que ça aussi c'est problématique? Est-ce que justement en arrivant à emmener peut-être d'autres circuits, ça peut emmener aussi de la progression à nos pilotes qui justement déjà en Guadeloupe pourront avoir plusieurs terrains de jeu et leur permettre aussi du coup de mieux aborder les situations extérieures? Alors, c'est une bonne remarque et une bonne question en même temps. Oui, en effet, le fait de pouvoir proposer différents sites de pratique permet de développer un peu plus, de façon plus pointue, la dextérité du sportif. Et donc, notamment en motocross, il y a des terrains de sable, il y a des terrains de gravillon, de
cailloux, et il y a des terrains de terre. Donc c'est celui de terre qu'on a. Après, il varie, et c'est le côté intéressant de cette discipline, c'est que suivant le temps, la température, la sécheresse ou l'humidité, et même quand c'est sec, le terrain évolue sans arrêt. Parce que, par exemple, il y a des ornières qui se creusent, et donc le pilote a souvent le choix plusieurs choix de trajectoire devant lui. Contrairement à d'autres disciplines, comme la vitesse que j'ai beaucoup connue, où on est en général presque monotrajectoire, on passera pratiquement tous au même endroit. Alors pour développer, oui, on va continuer cette recherche avec les autorités, avec les différents membres de l'équipe, pour trouver de nouveaux sites à proposer et diversifier cet apprentissage. Mais il faut aujourd'hui savoir que nos sportifs, avec le terrain qu'on a au Lamentin-Merlande, ils doivent aussi, par exemple, développer leur aptitude sur la pluie. Parce que la finale, malheureusement, est vue sur la pluie. Et bien heureusement, parce que nos invités nous ont permis aussi de voir leur habilité dans ces conditions. Mais ça a permis de voir que, voilà, on peut encore aller plus loin dans la recherche de performance. Voilà. Donc, on y travaille là-dessus. Très bien. Dernière question. Fabien, oui. Alors, donc, justement, tout à l'heure, tu disais ton palmarès, 4e, 2e. On sent bien la progression. Je pense que là, tu as réussi à voir peut-être ce qui te manquait pour pouvoir justement atteindre cette première place. Dans ton discours, on entend que c'est vraiment une volonté. Donc, tu vas vraiment te donner les moyens cette saison de travailler, on va dire, ces points qui te manqueraient éventuellement pour pouvoir être vraiment opérationnel sur ce championnat. En fait, honnêtement, de mon côté, les points qui me manquent, c'est trouver des partenaires, en fait, parce que c'est vraiment un gros coup, le super motard. Et c'est vraiment ça qui va me manquer, mais la motivation est liée dans la tête. Et physiquement, on travaille. Mon père, il n'est pas en Guadeloupe, il est en métropole, mais on travaille à distance. Mais on a la volonté, mais c'est de vraiment trouver des partenaires. J'envoie une petite demande pour partenaires que je peux trouver pour la saison de 2023, pour faire briller la Guadeloupe. Et franchement, je tiens à cœur au fait. Il fallait le faire. Ah ben oui. Dernier mot, Président. Oui, alors je voulais donc féliciter nos deux champions qui sont sur le plateau, mais également tous les autres qui ont brillé dans leur discipline. Je voulais citer notamment, on a William Thérieux, Marlon Moka, on a également Ruben Deldeba, on a Jérémy Clavier, on a Rufine, Taille-Pierre en Rhône, etc. Et pour toute cette participation, William Perche, que je n'oublie pas pour les quadeurs aussi, ainsi que beaucoup Hubert de Saint-Martin. Pour rebondir sur les propos de Fabien, en effet, ce sont des disciplines qui ont un certain coût au niveau investissement. Et plus ça va, plus la technique coûte. Donc on a besoin de partenaires, notamment lors du transport, parce que quand on veut qu'un champion puisse se déplacer, on a besoin des partenaires du milieu aérien, du transport aérien. On a des partenaires également pour nous accompagner dans la préparation physique, etc. Et donc on s'est mis en tête d'aider entre autres Fabien pour aboutir à cette possibilité de faire tout le championnat de France, contrairement à l'an dernier, puis en 2016 où il a fait de belles places de 4e et de 2e, qui puisse faire entièrement le championnat. Et donc je travaille avec aussi son père à ce sujet, et on fait appel également, on va faire un dossier de demande en tant que sportif de haut niveau régional, au niveau de la région, accompagné également du département, du conseil départemental, que je profite aussi pour remercier pour l'implication, parce que c'est grâce à eux qu'on a aussi le site de Merlande pour motocross. Très bien, on poursuit Richard, Oui. et avec un invité, on va dire, spécial. Oui. Christian Langou qui est avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bon, alors Christian Langou, une réflexion, je dirais même une vraie réflexion sur la solidarité scolaire, avec ce 4e ouvrage que vous venez de sortir et qui a pour nom « Quand la lumière percute l'errance ». Alors, j'aimerais savoir pourquoi la solidarité scolaire. Nous aimerions savoir. Alors, la solidarité scolaire, il faut savoir, c'était un grand club, une grande association européenne qui a beaucoup fait, notamment au niveau de la structuration sociale et culturelle du pays. Alors,
j'ai écrit cet ouvrage, c'était dans un premier temps pour rendre hommage à cette vaillante centenaire, 107 ans. Oui, c'est vrai. Ça fait un bout de temps. Elle est toujours alerte, dynamique certes, elle a des rides, mais elle a encore toute sa tête et elle a su s'adapter aux contingences de la modernité. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé avant. On a tendance à être un peu iconoclaste, comme si ce qui est passé, ce qui a été fait avant, ça n'existe pas, ou on marche dessus, alors que non. Et il est important que les jeunes aujourd'hui, quand ils sont dans une pratique sportive, puissent connaître un petit peu des éléments de l'histoire, de la pratique à laquelle ils s'adonnent. Voilà. Des grands noms, justement, dans cet ouvrage, dans ce dernier numéro, des grands noms de sportifs internationaux, à l'image de Bernard Lamitié. Vous parlez de Bernard Lamitié, vous parlez aussi de Jacques Cachemire, et j'en passe, Jacques Bade. Alors pourquoi vous vous êtes inspiré de tous ces grandes personnalités? Non, en fait, pour comprendre vraiment le cheminement de la solidarité scolaire, il faut vraiment se référer à son histoire. Au départ, les pionniers, parce qu'il faut savoir, les membres fondateurs, ce sont des héritiers, je veux dire, d'une figure emblématique de la politique guadeloupéenne, en l'occurrence, Hégésippe Légitimus. Oui, c'est vrai. Légitimus, c'était qui? C'était un homme puissant, politiquement, il était marxiste, c'était un adepte de la lutte des classes, il était franc-maçon, et il avait une haute vision, je dirais, du développement de la Guadeloupe. Et les membres fondateurs de la solidarité scolaire, ce sont ses disciples. Ils se sont un peu inspirés de sa vision, de sa philosophie pour créer la solidarité scolaire. La SS est née en 1917. Ça fait longtemps. Oui. Première guerre mondiale. Mais dans un contexte particulier. Il y avait une forte demande d'assimilation. Ça, il faut le savoir. L'idéologie républicaine de la Troisième République a ferraillé pour octroyer cette assimilation. Et quelque part, quand on regarde le fonctionnement de la SS, c'est assez particulier. Un fonctionnement qui est axé sur la lecture, la littérature, la poésie. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est la langue française. Oui. Oui. Donc, c'est un outil, je vais dire, d'assimilation. Mais ce n'était pas une assimilation, aliénation. Parce que les deux langues vernaculaires et véhiculaires cohabitaient. Vous dites normalement. Vous dites que la solidarité scolaire, eh bien, est au service de la formation. Oui, alors, vous savez, le paradigme de base, le socle sur lequel s'appuie la philosophie de l'ASF, c'est l'éducation. Alors, l'éducation, c'est aussi... Il y a trois éléments. C'est un concept qui est très fort. Il y a, comment dirais-je, la dotation de valeur, de bienséance, de discipline, de respect. Et puis, il y a deux volets qui sont importants dans ce concept d'éducation. C'est la notion d'instruction et de formation. Alors, juste une citation d'Henri Bangou, ancien maire de Pointe-à-Pitre, qui était un peu proche de l'ASS, puisqu'il a eu l'occasion d'animer de nombreuses conférences. Il a dit la chose suivante, que la société guadeloupéenne a été traversée par deux mouvements d'égale importance. Le premier, on le doit à Rimé Souta, le second à la solidarité scolaire. Rimé Souta pour la revendication de sa spécificité, Oui. et la solidarité scolaire pour son insertion dans la culture tout court. Alors, il y a un homme qui est extrêmement important, dont je parle dans l'ouvrage, c'est Jacques Bade. Oui. Il a préfacé l'ouvrage. Alors, votre question, ce serait pourquoi lui? Ah ben oui, justement. Jacques, en fait, quand on analyse... C'est qu'il est passé aussi par la solidarité scolaire. Si je bien vois sûr, Voilà, bien sûr. D'accord. Il est l'incarnation de ce que voulait faire passer comme message l'ASS. En fait, voilà quelqu'un qui a, tout en pratiquant du football, son sport de prédilection, a pu mener de pair des études de médecine et une pratique de football au haut niveau. Il a joué au Paris Saint-Germain. Ça, avec une aisance déconcertante. Et c'est exceptionnel. Donc, c'est une figure iconique, je veux dire, très forte de l'institution. Et puis on peut citer aussi Bernard Lamitié. Bernard Lamitié a été champion d'Europe, champion de France du triple saut. Il a fait les Jeux Olympiques à l'époque, c'était à Munich.
Bernard, c'était... Jacques Cachemire, par exemple, pour le Il y a basket. aussi Jacques Cachemire. Mais pour rester sur Bernard, Bernard aussi était un excellent comédien, parce qu'il animait aussi le volet culturel de la solidarité scolaire. Alors, et enfin, il y a eu Jacques Cachemire, Là. grande figure du basket international français. C'est l'un des plus capés. Alors, Christian Bou, c'est voici, il faut en parler. Il y a tellement de choses à dire concernant ce livre. Vous avez écrit en 2011 De l'ombre de la lumière. 2012, eh bien, c'était Enfin, pardon. Le troisième ouvrage, La raison possédée. Et puis, en 2023, Quand la lumière percute les races. Qu'est-ce que vous avez prévu pour 2024 ? Écoutez, moi, j'ai pas de prévision. À cette allure. En fait, c'est au feeling que ça se passe. Et alors, pour terminer, pour revenir sur ce que j'ai Juste pour terminer aussi, d'accord. Au départ, quand la STS a vu le jour, l'activité sportive n'était pas prépondérante. C'est l'activité culturelle qui fondait l'identité de la solidarité scolaire. On pourrait même dire que l'activité sportive était un petit peu une activité complémentaire, subsidiaire, pour ne pas dire. Et la formation a été le talon, a été l'épine dorsale du cheminement, je vais dire, de l'ASS. D'accord. C'est un grand club et je recommande à tout le monde. Alors, cet Quand la ouvrage. lumière percute l'errance, où peut-on le trouver ? Écoutez, dans toutes les librairies de la Guadeloupe, à la librairie générale à Jarry, et puis dans le grand centre commercial de l'Estréland, et puis bien sûr dans tous les lieux où les bouquins sont représentés. Voilà. Merci Christian Langou pour toutes ces précisions concernant ce livre qui est très intéressant. Hein. Voilà. Très belle page de notre histoire culturelle et sportive en tout cas. Je pense Alors, qu'il y a de très belles choses à il y a un découvrir point qu'il faut dedans. retenir, parce que dans le récit, en fait, vous avez vu, c'est un récit. Donc, il y a des thématiques qui ont été abordées, que le personnage principal, il fait preuve de beaucoup de résilience, parce que sa vie n'est pas facile. Et j'ai tenu à mettre en évidence, en relief, l'impact exceptionnel de l'ASS sur cet individu. Très bien. Merci encore, Christian Langou. Alors, Je vous remercie. Merci. On continue justement avec les différents résultats, puisqu'il faut en parler, notamment le football. Programme donc de ce week-end chargé donc en actualité sportive, bien sûr, Richard. Et on commence avec donc le foot et la régionale 1. Donc c'est la 16e journée. Et donc on va commencer par la poule A. La poule A, 16e journée, avec ce match qui débute ce soir, l'AS Gosier face à la Jeunesse Évolution. Et puis demain après-midi, 15h30, à la Rivière des Pères la Gauloise qui sera opposée au club sportif capestérien. 15h30, ce sera Sainte-Anne entre le CERFA et le CSM. C'est le 28, donc. Toujours le 28 à 20h au stade des Abîmes La Restar face au Sporting de Bémao Exan, la JSVH. Alors, au classement, le CSM, 41 points qui caracole en tête, devant la Gauloise 2e, 3e la Jeunesse Évolution, 4e l'AS Gosier avec 37 points, puis ferme la marche. Le club sportif capestérien 9e, 21 points. La poule B. La poule B, donc, avec une rencontre dès ce soir à Bémao à 20h30, c'est l'USBM qui accueille donc le Sirocco. Suite donc de cette 16e journée, samedi 28, 15h30 au Moule, la Dynamo reçoit la Juventus. À 15h30 toujours cette fois à Bémao, la Solidarité scolaire accueille l'AOG. Et à 15h30 toujours, mais à Petit Canal, l'Étoile de Mornalo accueille le Stade Lamantinois. Exempt pour cette journée, donc ce sera le Phare. Et au classement, dans cette poule B, sachez que donc l'USBM occupe la première place avec 42 points. Deuxième, l'Étoile. Troisième, la Solidarité scolaire. Le Phare est à la 4e place. Le Stade Lamantinois occupe toujours donc la dernière place dans ce classement avec 22 points, Richard. Le handball, maintenant, on va en parler, puisque on va jouer la 15e journée en excellence masculine. On va voir les affiches avec notre ami Yann qui va nous présenter en quelque sorte, mais voilà, excellence masculine, l'Infini, eh bien, qui sera opposé demain soir, qui sera opposé à Zayenla, ça va se passer au gymnase de Saint-François à Rézinclair. La JSA à Fouilleul va recevoir l'ACB
et la Gauloise mène, donc c'est ce soir déjà, et bien c'est la Gauloise qui va recevoir l'Intrépide de Sainte-Anne, et ça à partir de 20h. En ce qui concerne les séances masculines, ce sera bien sûr la 15e journée également. Chez les femmes, donc oui, effectivement, 15e journée également. Et donc ce soir à Bémao à 19h45, la ZUP donc sera confrontée au Club Sport. Suite donc de cette 15e journée à Fouillol, donc samedi 28, la JSA donc va accueillir l'ABC. Et donc c'est à 18h, en match bien sûr d'ouverture avant les hommes. Et donc l'Étoile sera opposée à Petit Canal à 18h au CAPS Handball. Le volley, puisqu'on va jouer bien sûr la 11e journée, on va voir ce qui concerne les hommes, les différentes rencontres. Eh bien, c'est le Fumerol qui sera opposé au GUC. Et ça va se passer à Saint-Claude. À Saint-Claude, Daniel Cassin précisément. Le Colonial face à l'Arsenal à Rivière-des-Pères, ce sera le 29. Le CMGB à Grand-Bourg qui va recevoir l'Étoile. Le Racine Beach face à l'UEFM à Douville. Et là, cette rencontre c'est déjà déroulé. C'était le 26. Évidemment, bien entendu, on n'a pas le résultat. Et l'US Goyave face à l'ESM. Et c'est à Cap-Esther-Vélo et ce sera demain soir, 20h. Chez les filles, donc 2 rencontres pour cette 11e journée. C'est le CMGVB qui va donc recevoir à Grand-Bourg l'Étoile donc à 19h et à Rivière-des-Pères le Colonial qui sera opposé à l'Arsenal et la rencontre aura lieu le dimanche 29 à 18h. On passe maintenant au basket avec donc cette journée chez les hommes. Il y a eu également du rattrapage en milieu de semaine puisqu'avec les complications de gymnase, il fallait donc rattraper des rencontres. Donc mardi, le BMBC a battu le GGB 75 à 57. Le Bonello s'est imposé face au GISC 91-70 et l'Étoile de l'Ouest s'est imposée face au New Star 99 à 73. Ça, c'était donc en milieu de semaine. Et donc, ce week-end va se jouer la 13e journée. Et donc, l'AS Vatable sera opposé ce soir à 20h30 dans quelques minutes au BMBC. Ça va avoir lieu au gymnase de Fouillol. L'AOG va recevoir ce samedi à 20h à Gourbert l'USR. Et puis la suite, donc la deuxième page donc, de cette 13e journée chez les hommes. On attend que Yann nous l'affiche. Donc, non, ça c'est les femmes. Voilà, c'est les hommes. Voilà, on y est. Et donc, les Flyers qui seront opposés au GGB. Donc, ça va être au Gosier, au Palais des Sports à 20h30. La rencontre Signe Noir Étoile de l'Ouest a été reportée. La MJCA sera opposée au GISC et ça va avoir lieu au Moule à 20h. Et la rencontre New Star Bonello a également été reportée. Voilà pour les hommes, Richard. On passe aux femmes. Et est-ce qu'il y aurait un petit classement provisoire? Un petit classement, oui, provisoire, mais je pense que comme il y a des matchs qui sont... on peut y aller. 20 points pour l'Étoile de l'Ouest qui occupe la première place. Deuxième pour le New Star avec 19 points. Troisième, l'AOG avec 18 points. Quatrième, le Bonello, 18e. Et c'est l'AS Vatable et le Flyers qui ferment la marche avec 10 points tous les deux. Voilà. Les femmes maintenant que l'on va voir avec Yann, le Pôle Espoir... qui était opposé à la MJCA, ce sont les Abimiennes qui se sont opposées 49-28. Ça s'est passé mercredi soir. Et puis ce soir, tout simplement, il y a le GGB qui sera opposé à la MJCA. Et donc c'est ce soir, à partir de 19h30, donc c'est commencé déjà. Et le BMBC qui va accueillir l'USR, ce sera demain soir, et ça va se passer au gymnase Valéolami, donc demain soir 20h. Au classement, on peut tout de même donner ce classement provisoire. Tout de même, la MJCA qui occupe la première place avec un total de 12 points. Derrière, c'est le Signe Noir, 10 points. Troisième, c'est le GGB avec 8 points également pour le BMBC. Et le pôle féminin, 7 points. Et l'USR avec un total de 6 points qui occupe la 6e place.
Voilà, et on parle aussi d'escrime ce week-end. Donc demain, il y aura le championnat Antilles-Guyane à partir donc de 9h30 au complexe donc Laura Flessel. Donc une compétition hommes et femmes, fleuret et épée. Donc pour les catégories M11 et AM13. Voilà, donc on fait un petit tour d'horizon avec nos invités avant de se quitter. On rappelle, Cédric, notre fil rouge, donc dimanche, on pourra suivre. À partir de 7h30, Petit Canal, venez nombreux. Donc, l'ouverture du championnat donc, de VTT. Et bien sûr, que vous L'OS est pourrez respecté. On va dire que oui. Bien sûr, avec Pascal, juste à côté. Oui, Dernier tour d'horizon, dernier mot avant de se quitter. ravi d'être avec vous ce soir ici. Super sensation. Eh ben, très bien, donc on va réitérer l'invitation pour les prochains rendez-vous et les prochains grands résultats. Alors. Voilà. Ouais. Président ? Oui, et effectivement, on n'a pas passé... oui, donc on profite pendant que le président y parle pour voir en image le calendrier, donc la programmation, bien sûr, de ce qui nous attend au niveau du championnat de motocyclisme. Voilà. Donc, merci encore de nous avoir reçus pour pouvoir parler de notre discipline aussi positivement dans notre état d'esprit du sport. Donc l'année prochaine, cette année, le championnat va commencer au mois de février, donc exactement le 19. Le week-end du 18-19, parce qu'on va instaurer justement par rapport à ces histoires d'horaire, autant que possible les contrôles techniques la veille de la compétition proprement dit, donc chez les partenaires quand c'est possible. Et comme ça, le lendemain, le créneau horaire peut être plus facilement tenu. Donc c'est un des efforts qu'on a consenti justement pour l'année 2023. Et la semaine d'après, on fera donc notre remise de prix de champions 2022 afin de pouvoir accueillir les champions et également les participants au championnat qui viennent d'îles voisines, de Martinique ou de Saint-Martin, pour que, notamment sur l'épreuve du supermotard qui commencera le 26 avec un nouveau site à Basse-Terre. Voilà. Donc le 17, le run avec Zoti, et Zoti Performance, et le 26 avec le Subbiker, l'ouverture du championnat de supermotard sur un nouveau site. Voilà. Et voilà. Très bien, Président. En tout cas, on a vu que le calendrier était bien rempli. Donc, je pense qu'on aura l'occasion, en tout cas, on l'espère, de pouvoir vous rendre visite sur l'un de vos événements. En tout cas, on fera notre possible. Avec plaisir. Je remercie d'ailleurs certains qui sont venus durant la saison, y compris Eric Pommier avec son équipe de Zone Rouge. À côté. Le champion. Je remercie pour l'invitation ce soir. Et je remercie aussi pour la saison 2022 tous les partenaires qui m'ont suivi. Et la famille, je suis en droit de leur remercier en fait. Merci. Et puis on remercie Christian Lambeau. Bien sûr. Pour son ouvrage. Et puis surtout, tout ce qu'il nous a distillé en termes d'informations concernant d'ailleurs la situation de la SS. Ce serait intéressant aussi d'éviter plus souvent, peut-être, certains auteurs. Oui, mais il y a une floraison d'écrivains en ce moment, d'auteurs, des gens qui produisent. Ce serait intéressant de les montrer, qu'on puisse les connaître. Non, mais c'est la démarche de Canal. C'est pas toujours facile. Oui. Quand on écrit, c'est une démarche vraiment volontariste. Et puis on y met tout son cœur et ce serait intéressant aussi que le grand public puisse découvrir de nouvelles plumes. D'accord? Dimitri Hamout. Merci Richard de m'avoir invité ce soir pour parler de l'amicale. C'est sûr que c'est pas évident quand on est en R2. Donc merci pour l'invitation et bon courage à VTT qui va commencer la saison. Le motard aussi. C'est le sportif qui parle. Peine de réussite pour cette saison. Voilà, oui, sa saison est déjà bien lancée. Oui. J'espère que vous allez garder votre trophée. J'espère que vous allez gagner votre trophée. Gardez votre surprise, parce que les titres sont remis en jeu. Merci en tout cas. C'est lui qui met l'ambiance, Dimitri Hamout. Lorsque par exemple, après chaque victoire, c'est lui. Non, c'est mon frère. Oui. C'est une équipe, il y a la maman qui gère les gradins, le
frère sur le terrain. Et bon, la partie football, c'est pour 10 minutes. Ah oui. Voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne bien sûr rendez-vous dimanche avec Pascal pour le VTT. Et puis on se retrouve lundi dans Challenge Sport 10 pour bien sûr débriefer de ce qui s'est passé durant le week-end et parler également bien sûr de sport en Guadeloupe, comme toujours avec Pascal. On retrouvera donc en plateau donc ce lundi. Voilà, donc d'ici là, profitez de votre week-end, allez voir nos sportifs, allez les encourager, allez les applaudir. Et puis, vous aussi, faites du sport, amusez-vous, profitez de votre week-end. Et si vous aimez le carnaval, bien sûr, le carnaval, c'est sur Canal 10 également. Donc, vous pouvez tout faire et tout voir. Et il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts, voilà. Donc, en tout cas, on vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, on vous donne rendez-vous lundi. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine. Bonne soirée à vous. Merci. D'accord. Doctor